Nous sommes le lundi 6 octobre. Voici à la une. Bonjour, bon lundi, bon début de semaine. J'espère que vous allez bien. Mathieu Bellumeur au microphone. Bienvenue à cette nouvelle édition d'À la Une. Content de vous retrouver. J'espère que vous avez bien profité de ce beau temps de la fin de semaine, en tout cas dans bien des régions du Québec. Quelle chaleur! Véronique Méran est déjà à mes côtés. Bonjour Véronique. Bonjour Mathieu. Est-ce qu'il y a des records qui ont été battus pour un mois d'octobre? Assurément, des records absolument. Ben, pour un mois d'octobre, des records mensuels. C'est le cas du côté de Saguenay, Montréal, Val-d'Or. On a frôlé les records du côté de Québec, la Mauricie. Ça va être homologué officiellement ce matin. On a atteint la barre des 30 degrés du côté de Gatineau, Maniwaki, Latuc, Saint-Anicette, Saint-Clotilde dans Montérégie. Alors, un dimanche d'exception, disons-le comme ça, avec une chaleur assez intense. Suffocante. Ah oui, puis je dirais qu'on dirait qu'on n'est pas programmé pour ça. Hier, j'étais à l'extérieur, je me disais, on dirait que j'ai envie d'un 15 degrés avec du soleil. On dirait que je suis rendu là dans ma tête. Mon corps est habitué de ça. Ma fille est allée cueillir des pommes. Elle est allée très tôt samedi matin. J'ai dit, vas-y tôt, parce que cueillir des pommes à 26 degrés, on dirait que ça marche moyen, pas. Ça va pas. On a l'impression d'être au mois d'août. Oui, et il y a encore des records possibles. On surveillera ça. Ah oui, c'est vrai, aujourd'hui aussi. Aujourd'hui, oui, parfait. On aura une journée similaire. On revient avec les prévisions de la météo plus tard. Le temps de vous dire que Jean-Philippe Robillard sera avec nous pour, évidemment, nous parler de ces discussions qui ont lieu en Égypte en ce qui a trait au plan du président américain Donald Trump pour Gaza. On va revenir là-dessus parce que c'est évidemment ce qui va encore probablement marquer une partie de l'actualité aujourd'hui. Donc, Jean-Philippe sera avec nous. Julie Jasmine, bonjour. Bonjour, Vous serez un peu plus tard à la fin de l'émission avec nous pour nous parler d'actualité culturelle. Et il sera question de Bad Bunny. Bad Bunny, rappelez-vous, c'est cet artiste portoricain qui aura la tâche de nous faire danser donc à la mi-temps du Super Bowl. Oui, quelque chose qui fera probablement balancer vos hanches, comme il l'a fait un peu cette fin de semaine à SNL, donc Saturday Night Live. Il était l'artiste animateur invité. Et je dirais qu'à tous les jours depuis son annonce pour le Super Bowl, on en a jasé un tout petit peu. Alors, tu sais, je me dis, je vais refaire le fil des événements avec vous, puis en plus, vous présenter un petit extrait parce qu'il a été comique et direct à la fois. Parfait. On y revient un peu plus tard à l'émission. Je me tourne vers Olivier Pellerin maintenant pour parler sport. Bonjour, Olivier. Bonjour. On va commencer en parlant de baseball. Righties 2-1. Swing and a deep drive. Left field. That ball is soaring out of here. A grand slam. Roger Brulotte dirait bonsoir. Elle est partie. Oui. C'était Vladimir Guerrero. Ouais, un grand chelem hier dans cette autre victoire très convaincante des Blue Jays contre les Yankees de New York. Oui, autre victoire. Il faut le dire que ça débutait cette série de division contre les Yankees samedi. Et ça a très bien commencé avec une victoire de 10-1 pour les Blue Jays de Toronto devant une salle comble, presque 45 000 personnes réunies pour aller assister à cette première victoire. Puis on se demandait comment allaient réagir les Yankees de New York pour ce deuxième match qui avait lieu hier, toujours à Toronto. Ben, ça s'est terminé 13-7 pour les Blue Jays de Toronto. Vous avez entendu ce grand chelem de Vladimir Guerrero Jr. en quatrième manche. C'était 9-0 à ce moment. Vraiment, ça a été un rouleau compresseur, les Blue Jays. Oui, il y a eu 7 points marqués, mais ça a été en fin de rencontre alors que les Blue Jays de Toronto dominait complètement ce match. Et l'autre nom, parce qu'il y en a eu plusieurs bons frappeurs hier. Il y a Dalton Varsho, entre autres, qui a frappé 2 coups de circuit dans le match d'hier. Et ça a été aussi l'histoire des gros canons, mais ça a été aussi l'histoire du lanceur partant des Blue Jays, Trey Yesavage, jeune lanceur de 22 ans, tout juste repêché par l'équipe l'an dernier, qui en était qu'à son 4e départ dans les majeurs. Imaginez, premier départ en séries éliminatoires, mais 4e départ en carrière. Et il termine le travail avec 11 retraits au bâton, aucun coup sûr accordé aux Yankees de New York. Un petit but sur balle à Aaron Judge et c'est à peu près tout. Imaginez, lorsqu'il a quitté en 6e manche le monticule, c'était 12-0 pour les Blue Jays de Toronto. Vraiment une soirée exceptionnelle. Il a été ovationné par la foule. Il a été interviewé aussi après le match. A fallu prendre un bon petit 20 à 30 secondes avant de pouvoir lui parler parce que la foule était tellement bruyante qu'il a fallu les laisser applaudir. Donc vraiment, là, ça a été un week-end extraordinaire. Et là, les Blue Jays de Toronto ont les Yankees de New York dans les câbles. Je vous rappelle que c'est une série 3-5. Donc la première équipe qui remporte 3 matchs remportera cette série. Et donc le prochain match, ce sera demain. On se transporte à New York.
là, je vais mettre en guillemets pour les 2 prochains matchs. Peut-être que ce sera seulement pour le prochain match, mais on se transporte à New York. Donc, pour demain, ce match numéro 3, ce sera Sean Bieber au monticule pour les Blue Jays de Toronto contre Carlos Rodon pour les Yankees de New York. Et les Blue Jays pourraient terminer ça sur la route. Ils ne semblent pas avoir de complexe présentement. Donc, ils vont certainement pas gêner à New York pour peut-être balayer les Yankees de New York. OK, voilà pour le baseball. Parlons de l'haltérophile Maude Charron qui est montée sur le podium au championnat du monde en Norvège. Oui, il faut en parler parce que Maude Charron poursuit sa route. Elle qui a remporté la médaille d'argent lors des derniers Jeux olympiques, mais qui avait remporté l'or 4 ans plus tôt. Donc, elle est au championnat du monde en Norvège chez les 63 kilos et elle a décroché la médaille d'argent en soulevant à l'arraché 103 kilos et 133 kilos à l'épaulé jeté. C'est un visage, je dirais, du milieu de l'haltérophilie, mais de manière plus large du sport amateur, Maude Charron, depuis son arrivée. Et elle continue de bien performer. Reste maintenant à savoir où elle sera lors des prochains Jeux olympiques. Il y a des gros points d'interrogation. Pour l'instant, elle surfe la vague et ça semble bien fonctionner pour elle, encore une fois, avec cette belle médaille remportée en championnat du monde. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Alors, faisons le détail de ces prévisions de la météo. Véronique, une autre journée chaude aujourd'hui pour un mois d'octobre. Une autre journée chaude. Le record à battre à Montréal, c'est 26 en 2005. On devrait pas mal battre ça. Là, on prévoit entre 27 et 29, peut-être 30 encore aujourd'hui du côté de l'Outaouais. Donc, une journée très similaire à celle qu'on a vécue hier. Un soleil dominant, des vents du sud-ouest, une vingtaine de kilomètres à l'heure. Ça va s'ennuager au cours de la soirée, de la nuit. Demain matin, il y a un creux qui descend. Alors, des précipitations qui commenceront en matinée vers l'Outaouais, les Laurentides. Mi-journée, Montréal, ça touchera l'Estrie, Québec plus tard en fin d'après-midi demain. 10-15 mm de pluie, on va les prendre. On en aurait besoin de beaucoup plus que ça. On aura des températures quand même de l'ordre de 21-24 degrés demain, un petit peu plus en Estrie parce que le soleil va durer plus longtemps, 25-27 encore. Une fois que cette pluie est passée, amélioration mercredi et là, chute des températures. On va avoir quand même un bon contraste. On parle de maximum entre 13 et 16 degrés pour la journée de mercredi. Un petit peu plus frais jeudi. Mais là, par la suite, ça remonte. Encore? La normale, autour de 15 pour cette période-ci de l'année, le jour, 5 la nuit. On sera bien au-dessus de ça à partir de vendredi prochain. Donc, 17, 19. Il y a peut-être du 20 degrés aussi à venir. Donc, une autre séquence de beau temps qui se dessine. Alors, prenons les 10-15 mm de pluie qui arriveront demain, mi-journée. Et par la suite, le soleil reviendra avec des températures plus fraîches, mais autre journée de record à surveiller sur le sud du Québec aujourd'hui. Du côté de l'Abitibi, les averses commenceront cet après-midi. Le maximum, c'est 23. Belle journée dans l'est du Québec, le Saguenay, le Lac-Saint-Jean. Le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord, c'est du 23-26 degrés, une quinzaine de degrés sur la Côte-Nord. La pluie viendra un petit peu plus tard au cours de la journée de demain. En territoire ontarien, l'air plus frais est arrivé sur la portion nord. Un ciel variable, 16 degrés, mais partout ailleurs, centre et sud, ça reste chaud. 25-30 sous le soleil, ça va s'ennuager. Il y aura averses et orages dès ce soir pour Toronto et Windsor. Beau temps Vancouver, 16 à 20 degrés. Dans les prairies, il fait beau aussi. Les températures oscillent entre 11 et 13 degrés. Donc, c'est un peu frais, sauf qu'on rejoindra les normales et même un peu plus dans l'Ouest canadien pour les prochains jours. Merci, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. La revue de presse ce matin, d'abord dans le Globe and Mail, on fait sa une avec ce sommet en Égypte où il y aura des discussions indirectes entre Israël et le Hamas. Il est également question de sport et de cette victoire dont nous parlait Olivier des Blue Jays de Toronto hier. Et puis, on parle aussi de cette visite à Washington du premier ministre Mark Carney. Mark Carney sera à Washington aujourd'hui. Demain, il y a une rencontre prévue avec Donald Trump, mais déjà de hauts responsables gouvernementaux ont déclaré au Globe and Mail qu'il ne fallait pas s'attendre à aucune percée lors de la rencontre qui est prévue demain, donc à la Maison-Blanche, disant que c'est une visite de travail. Il s'agira du deuxième voyage de M. Carney pour rencontrer Donald Trump depuis son entrée en fonction. En mai, il était revenu au pays sans progrès notable, rappelle le Globe and Mail, dans la résolution de cette guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis. Donc, à lire dans le Globe and Mail. Et mon collègue Louis Blouin, qui est à Washington, lui aussi a contacté des sources, en fait des sources contactées par
Radio-Canada et CBC, qui demandent à ne pas être identifiés. Mais ce que le gouvernement Carney aimerait, avec ce voyage, atteindre comme objectif, c'est un assouplissement des droits de douane sur l'acier dans un premier temps. Et puis, ça pourrait ouvrir la voie à l'élimination d'autres tarifs sectoriels sur l'aluminium et l'automobile, tarifs imposés par Donald Trump. Mais là aussi, on comprend que dans les officines du gouvernement à Ottawa, on tente de tempérer, disons, les attentes. En une du Journal de Montréal et du Journal de Québec, il est question de ces 100 000 $ réclamés par Québec à un gros joueur de l'industrie de la porno, un promoteur porno. Québec veut récupérer la somme versée à la firme du petit-neveu de Jean Chrétien, écrit le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Le gouvernement Legault dit avoir été berné par une agence de marketing du petit-neveu de Jean Chrétien, à qui il a octroyé une subvention de 100 000 $ sans savoir qu'il s'agissait d'un grand joueur de l'industrie pornographique en ligne. Le nom de l'entreprise, c'est Crack Media, qui a reçu cette subvention en 2024 et qui se présente comme un leader en marketing de performance dont le chiffre d'affaires atteint plus de 125 millions de dollars. Donc, vous pourrez lire cette histoire-là dans le Journal de Montréal de ce matin. En une du Devoir, il est question de ce déploiement de la garde nationale dans les villes démocrates aux États-Unis. 2 autres villes démocrates dans la mire de Trump, écrit le Devoir. Trump qui a signé samedi un décret pour l'envoi de 300 gardes nationaux à Chicago, ville que son gouvernement a qualifiée de zone de guerre. Donc, photos et articles dans le Devoir qui parlent aussi des inquiétudes autour de ce que l'on appelle des piqûres sauvages, un phénomène, écrit le Devoir, qui reste encore flou, limité au Québec selon les autorités. Article de Stéphanie Marin. Vous avez peut-être entendu parler de ça cet été dans les médias, mais l'été qui vient de se terminer, écrit le Devoir, a été marqué par une succession de cas médiatisés de piqûres sauvages dans les festivals. On entendait ça pour la première fois, des festivaliers qui ont été piqués à l'aide d'un objet pointu alors qu'ils assistaient à des concerts dans différents endroits du Québec. Un phénomène donc qui reste flou, qui serait limité au Québec. Vous pourrez lire différentes histoires qui ont été rapportées au cours de l'été dans différents festivals. L'Electrofest de Québec, Hillsonic à Montréal, mais aussi Festival d'été de Québec, Festival des travailleurs de Saint-Joseph de Beauce. Des cas qui font l'objet d'enquêtes policières, écrit le Devoir. Donc, décryptage de ce phénomène en une du Devoir. Et je termine par La Presse qui titre à sa une « Génie ou fabulateur ». Un ex-étudiant de l'Université McGill qui se targue d'avoir fait une percée révolutionnaire pour contrer l'Alzheimer et le Parkinson. On écrit qu'il rayonne sur la scène internationale grâce au réseau de son père, mais il trompe le public avec ses textes dans des revues qui sont publiés dans des revues peu crédible, réplique l'université. Donc, 2 versions. L'homme en question poursuit d'ailleurs l'université McGill, étant donné la position de l'université McGill à son endroit. Donc, vous pourrez lire ça ce matin. Il s'appelle Davis Joseph. C'est une enquête de Tristan Péloquin. Et je termine en vous parlant toujours dans la presse, dans la section affaires, de cette nouvelle garantie. Vous savez, il y a une nouvelle loi en vigueur qui permet aux consommateurs de faire réparer leur appareil. Bien, la presse est allée dans différents magasins hier et des employés ignorent même l'existence de cette nouvelle loi. Donc, à lire ça dans la presse ce matin. Alors maintenant, revenons à l'actualité. Dossier de mon collègue Jean-Philippe Robillard qui se joint à nous ce matin. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Après les écoles primaires et secondaires, autour des cégeps d'installer ces classes modulaires, on a vu ça apparaître pas mal au cours des dernières années et un peu comme c'est le cas aux primaires et aux secondaires, dans les cégeps, ces classes continuent d'augmenter. Des directions d'établissements qui doivent en installer faute de financement de Québec pour agrandir ou rénover leur cégep alors qu'il y a plus d'étudiants justement qui fréquentent ces cégeps. On peut dire que ces classes préfabriquées, là, ça pousse comme des champignons. Oui, comme c'est le cas, vous l'avez dit, depuis de nombreuses années dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires et selon les plus récentes données du ministère québécois de l'enseignement supérieur, Mathieu, il y en a 157 classes préfabriquées dans les cégeps. Ça, c'est 4 fois plus qu'il y a 4 ans où on en comptait 44. On écoute la présidente de la Fédération des cégeps, Marie Montpetit, qui déplore qu'il y en ait de plus en plus qu'il y en ait autant.
Un modulaire, ça demeure une solution qui est très coûteuse aussi et qui n'est pas permanente et qui n'est pas durable. C'est une solution temporaire qui est mise en place dans plusieurs cégeps, dans le fond, pour s'assurer de créer de l'espace rapidement pour ne pas avoir à refuser là, des admissions parce qu'on fait face à une hausse sans précédent là, du nombre de demandes d'admission dans l'ensemble des cégeps. Et cette année, il y a un peu plus de 180 000 étudiants dans le réseau collégial, Mathieu. C'est 5 de plus que l'an dernier. C'est du jamais vu, alors que la majorité des cégeps, on le sait, sont en mauvais état, que plusieurs n'ont plus d'espace, que le gouvernement Legault aussi a mis un frein à plusieurs projets de rénovation et d'agrandissement, comme c'est le cas au cégep Montmorency, à Laval, où je suis allé, où il y a 8 classes modulaires qui ont été installées. Le directeur général de l'établissement, Benoît Lessard, me disait que sans ces nouveaux locaux, imaginez, c'est plus de 1000 étudiants qu'il aurait dû refuser cette année. L'ajout de ces classes-là nous permettent d'ajouter à peu près 700 étudiants de plus au cours de la présente année. On a refusé beaucoup d'étudiants au cours des dernières années. C'est des étudiants qu'on laisse sur le trottoir, puis notre mission, c'est de les accepter ici et de remplir notre mission puis leur donner tous les services possibles. Et au cégep Montmorency, les 8 classes modulaires que la direction de l'établissement a décidé de louer vont coûter à l'établissement environ 700 000 $ par année en frais de location pour les 9 prochaines années. Oui, donc c'est une facture évidemment importante, toutes ces classes modulaires, une facture qui doit grimper. On n'a peut-être pas d'argent pour rénover, mais en même temps, on paye quand même pour ces classes-là. Oui, effectivement, parce qu'il y a des cégeps qui achètent les classes modulaires, alors qu'il y en a d'autres, comme au cégep Montmorency, qui les louent. Et ça coûte donc de plus en plus cher au gouvernement du Québec. Il y a 4 ans, ça avait coûté, Mathieu, 345 000 $ pour une année. L'an passé, ça a coûté près de 9 millions de dollars en location et en achat. Et en 4 ans, le gouvernement du Québec, le gouvernement Legault a dépensé près de 52 millions de dollars. On écoute à nouveau la présidente de la Fédération des cégeps, Marie Montpetit. Ce qu'on demande depuis un certain moment aussi, c'est qu'il y a des infrastructures qui soient mises en place, qu'il y ait des investissements importants qui soient faits là-dedans et surtout que ce soit facilité. Ça peut prendre jusqu'à 10 ans, là, parfois, aller de l'avant avec un projet. Donc, vous comprenez qu'avec la hausse d'admission que l'on vit déjà depuis 2 ans et qui se continue pour les 8 prochaines années, ça va demander une accélération au niveau des projets d'infrastructure. Oui, donc hausse des admissions dans les cégeps, des coûts qui grimpent, une facture quand même de 52 millions de dollars. Que répond le gouvernement? Au cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, Martine Biron, on affirme que le réseau collégial a souffert d'un manque d'investissement pendant des décennies avant que la CAQ prenne le pouvoir et qu'aujourd'hui, le gouvernement Legault travaille avec les cégeps pour les aider justement à faire face à l'augmentation du nombre d'étudiants qui va se poursuivre là, au cours des prochaines années. Là. Dossier à lire, il y a un article publié ce matin, votre dossier sur notre site Internet. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, bonne journée. Julie Jasmine est de retour en studio. Julie Jasmine, Bad Bunny, donc, vous nous le disiez, on apprenait il y a une semaine environ qu'il était l'artiste invité pour le spectacle de la mi-temps du Super Bowl. Et ça a alimenté beaucoup les discussions, l'actualité culturelle, je dirais, des derniers jours. Samedi, il était d'ailleurs l'artiste hôte de la toute première émission de la saison de SNL, Saturday Night Live. Exact. Toute une semaine quand même pour l'artiste de l'heure, le portoricain de 31 ans. Souvenez-vous, il n'a pas voulu donner de spectacle aux États-Unis par peur que la police de l'immigration intervienne. Ensuite, il y a 7 jours, il y a eu cette fameuse annonce au Super Bowl. Et là, ça a choqué les partisans et l'entourage de Donald Trump. Oui, Donald Trump a dit non, il va y avoir des policiers de ICE, la police de l'immigration, au Super Bowl lorsqu'il y aura le spectacle. Et même son entourage a dit de lui qu'il était woke. On sait qu'il défend les droits des personnes LGBTQ et qu'il chante juste en espagnol. Même l'ancienne pilote d'IndyCar et NASCAR, Danica Patrick, a intervenu sur les réseaux sociaux durant les derniers jours en disant les chansons en espagnol ne devraient pas être autorisées dans ce genre d'événements de grande envergure sur des chaînes américaines, donc des événements les plus regardés. Et ce qui nous amène finalement à samedi soir où il était l'artiste invité de SNL. Il a d'abord blagué en anglais un peu sur sa présentation, bien sûr, et en espagnol, ensuite, il a enchaîné. Et ça, c'est intéressant parce qu'il a dit que sa présence était une victoire pour les Latinos des États-Unis et que l'empreinte et la contribution, justement, de ces gens-là, dans ce pays-là, il n'y a personne qui va pouvoir effacer ça à jamais. Et ensuite, ça, c'est en espagnol, comme je disais, et il a ajouté ceci en anglais. If you didn't understand what I just said, you have
4 months to learn. Donc, si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire en espagnol, c'est ce qu'il disait précédemment. Il dit, il vous reste 4 mois pour apprendre l'espagnol. En voulant dire 4 mois, je serai donc à ce spectacle de la mi-temps. Exactement. La défense toujours de sa culture. Alors, je sais pas, il n'a pas suggéré Duolingo pour l'occasion, mais en tout cas, ça aurait pu, voilà, pour Bad Bunny, bien sûr. Il n'y a pas que Taylor Swift ou Jean-François Posé qui ont lancé des disques vendredi. Il y a aussi Freds. Oui, Freds, le très, très aimé Freds. D'ailleurs, il va remplir, Mathieu, l'Olympia de Paris là, dans une vingtaine de jours. Il devient le 2e rappeur québécois de toute l'histoire à le faire, en plus des salles qu'il remplit ici assez aisément. Donc, Frédéric Carrier, de son vrai nom, c'est un gars de la Rive-Sud de Montréal qui habite chez ses parents. Il est... oui, je fais son CV Peut-être plus pour longtemps. Alors, presque mi-vingtaine, 4e album lancé vendredi. On s'enverra des fleurs. Lui qui chante ses grands et ses petits malheurs. Je dirais surtout de son cœur un peu écrasé par l'amour. J'ai mis les belles baskets, j'ai mis le beau costume, j'ai pas regardé le prix. Peut-être que demain ce sera différent, mais en attendant je fais que penser à elle. Mais je devrais quand même faire l'indifférent pour lui montrer que je connais les règles. L'amour est un jeu, y'en a peu qui gagnent, y'en a plein qui perdent. Moi, j'y ai trop joué. Oui, l'amour et les ruptures, c'était aussi le thème de sa chanson très populaire que mes enfants m'ont demandé de jouer souvent à le stade. Oui. Et vous savez qu'il est en couple depuis 4 ans avec la même fille. Ah bon, OK. Alors, c'est peut-être pas des faits vécus dans son cas. C'est peut-être une observation de ce qu'il y a autour de lui. Oui, puis il est entrepreneur parce qu'il est le propre patron de sa propre compagnie de disques depuis déjà, je dirais, au moins 3 ans, 2 ans, en fait, après-il. Alors, et en terminant, je vous laisse là-dessus parce que Taylor Swift, vous le savez, elle a sorti un album, mais hier soir, elle a dévoilé le tout premier vidéoclip en lien avec cet album-là. Et je vous le dis, c'est une clinique de vidéoclip. Ah oui. Elle le réalise elle-même. Le premier extrait s'appelle The Fate of Ophelia. Il y a des moyens extravagants. C'est vraiment une leçon de mise en scène, je dirais. C'est éblouissant, c'est extravagant. Allez voir ça si jamais ça vous dit. Là, ça vaut vraiment le détour. Que vous aimez ou non Taylor Swift, il faut quand même donner à Tété ce qui revient à Tété. En tout cas, elle sait faire parler d'elle, clairement. Donc, vidéoclip qui sort si vous avez le temps, si vous avez envie. Sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir retrouver ça, son vidéoclip sur son site Internet, sûrement aussi. Oui. Merci beaucoup, Julie Jasmine. Bonne journée. Voilà donc pour cette édition d'À la Une, ce qu'on va surveiller, entre autres, évidemment, ce sommet en Égypte, discussion indirecte entre Israël et le Hamas au sujet du plan de paix de Donald Trump et également, donc, moins de 24 heures seulement après l'annonce dimanche soir de la composition de son gouvernement qui a été critiquée, eh bien, le premier ministre français Sébastien Lecornu qui a présenté lundi matin en France, donc il y a quelques heures, sa démission à Emmanuel Macron qui l'a accepté. On va revenir là-dessus. Il y aura certainement des réactions, mais clairement, la France qui replonge dans un psychodrame politique. 3e gouvernement nommé en 1 an, celui de Sébastien Lecornu, qui aura été sans aucun doute le plus court. Voilà donc pour cette édition d'À la Une. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Moi, je vous retrouve dans les radiojournaux du matin. Bonne journée.